The Global Blackout. La coupure électrique mondiale. Vidéo numéro 6. Jour 4. Départ de mon logement accompagné de l'infirmière. Auteur Amar Belmostefawi. Artiste, illustratrice Karen Gallego. Vous trouverez nos coordonnées dans la description. Bonne écoute et bon visionnage à vous. Jour 4. Départ de mon logement accompagné de l'infirmière. Comme convenu, nous sommes partis au lever du jour. Juste avant, nous avons réveillé mon voisin pour lui donner le chat et tout le paquetage qui va avec. Il nous a débarrassés de nos clés. J'en ai profité pour lui suggérer de ne pas hésiter à se servir dans mon alimentation si le besoin se faisait. Il hocha la tête. Il n'avait qu'une envie, aller se recoucher. Nous avons chevauché nos vélos et c'est parti pour environ 65 km. Étant donné qu'il n'y avait plus de circulation sur la 4 voies, nous avons donc profité de la situation pour emprunter l'autoroute. Bizarrement, je n'ai pas trouvé ma voisine montrer le moindre signe d'inquiétude. Bien au contraire, je l'ai trouvée à l'aise. La route était parsemée de voitures ci et là. Certaines étaient accidentées, mais pas de blessés ou de personnes sans vie en vue. Nous étions à environ 3 km d'une bretelle. J'ai proposé à mon binôme de rouler sur la voie d'arrêt d'urgence. Jusqu'au premier faux plat, nous n'avons pas arrêté de parler. J'ai même eu le droit à un échange de gourdes. Elle avait mis de la menthe dans cette dernière. Au bout de 2 heures de route, nous avions parcouru l'équivalent de 20 km. Cela peut vous paraître une courte distance, mais je n'avais pas d'autre choix de me plier au rythme de ma camarade de route. Une légère montée d'environ 4 km a fait taire ma voisine. Nous avons fait une pause de 5 minutes. Nous avons de nouveau emprunté cette route déserte qui faisait penser à une scène de fin du monde. Ce qui donnait cette impression, ce sont les autos dispersées un peu partout. À un moment, nous avons distingué un barrage de voitures au loin. Nous avons cessé de nous raconter nos vies et nous nous sommes placés sur le bas-côté. J'ai sorti mes jumelles. Ma voisine est devenue toute blanche et j'ai pu voir clairement la peur s'afficher sur son visage et dans ses yeux. Après plusieurs minutes d'observation, ne voyant aucun mouvement au niveau du barrage et aux alentours, j'ai annoncé, avec sérieux, à l'infirmière de se tenir prête à pédaler très vite sans se retourner si elle voyait des personnes sortir de leur cachette. Cela ne faisait que 4 jours que nous vivions en situation de blackout et nous étions déjà dans une condition de défiance par rapport aux autres humains que nous pourrions croiser. Il est peu fréquent de faire corps avec une route bloquée sans raison. Mais quand vous voyez 4 voitures disposées pour ne même pas permettre à un vélo de passer, c'est encore plus surprenant. Je me suis déplacé de voiture en voiture, prudemment, en essayant de faire le moins de bruit possible. J'ai fini par arriver au niveau de ce qui semblait être une barricade. C'est fou comme une situation de ce type vous pompe de l'énergie. Le fait d'être sur ses gardes et à l'affût du moindre bruit ou mouvement est épuisant. Fort heureusement, je n'ai rien découvert derrière cette barrière de tôle. J'étais effrayé de me retrouver face à une bande de brutes ou pire encore, face à un mort. J'ai été récupérer ma voisine ainsi que mon vélo et nous sommes passés sur le côté pour continuer notre chemin. Il n'y a pas eu d'échange entre nous pendant quelques minutes, le temps de nous remettre de nos émotions. Je comprends mieux l'expression « la mort est au tournant ». Je tentais de paraître calme car si je commençais à manifester de la nervosité, je craignais de voir ma voisine perdre pied. J'ai relancé la discussion pour que nous évitions de trop cogiter sur un danger qui n'en était plus un. Je lui ai demandé pourquoi ce choix d'exercer pour le corps médical. Tout en l'écoutant, je suis resté encore plus concentré sur notre environnement. Cette paire de jumelles ne sera pas utilisée qu'une seule fois. Je ne regrette pas à les avoir trouvées et emportées avec moi. Nous n'étions plus qu'à 20 km de notre destination. Il était autour de 11 heures du matin. Ce qui est sûr, c'est que les panneaux indiquaient un kilométrage de plus en plus faible. J'ai fini par avoir une boule au ventre en me demandant ce que nous allions découvrir dans cette ville. Une fois le panneau dépassé, il était autour de 13 heures. Le soleil était présent en ce mois de juillet. Nous avons commencé à croiser de plus en plus de personnes en nous rapprochant du centre-ville. Pas évident de tenter de garder une distance suffisante entre les personnes et nous afin d'éviter une agression. Une fois que j'aurai accompli ma mission, celle d'accompagner ma voisine à l'hôpital, j'aurai la conscience tranquille et surtout,
je pourrais me déplacer beaucoup plus rapidement. Arrivé à l'hôpital, un médecin m'a vivement remercié d'avoir escorté son meilleur élément sur son lieu de travail. Ma voisine m'a proposé de rester me reposer, mais je devais savoir si ma famille habitant dans cette localité était bien en sécurité. J'ai posé la même question au médecin que celle posée aux policiers. Connaissait-il la raison de ce blackout? Le docteur n'a pas su me répondre. Il m'a juste signalé qu'il trouvait le comportement des personnes excessif dans leur peur ou dans leur agressivité, comme si des ondes perturbaient leur attitude. Il m'a indiqué que ce n'était qu'une impression au départ, mais que cela ressortait de plus en plus chez les personnes qu'il auscultait. J'ai salué le médecin et je l'ai remercié pour nos échanges. Ce dernier était suffisamment épuisé et avait trop de cernes sous les yeux pour le fatiguer davantage avec des impressions. J'ai eu le droit à un baiser de la part de l'infirmière avant de partir. Je ne m'y attendais pas. À vrai dire, je n'espérais rien en retour. Son regard et son sourire sont restés dans ma tête. J'ai chevauché mon vélo et j'ai pédalé de plus belle. Insécurité en ville. Ce sont les villes qui ont fait l'objet de plus d'agitation et d'insécurité. Dès que vous touchez au bonheur des citadins, à leurs besoins primaires, ces derniers deviennent agressifs. Après, ce fut le tour des foyers. Les plus affamés et les moins prévoyants se sont réunis en meute et n'ont pas hésité à attaquer des familles. Armés, ces loups ont violenté, tué, violé. Ils en ont aussi profité pour saccager des habitations, maisons, appartements. Il n'y avait plus de limite. Plus personne ne faisait confiance à l'autre et beaucoup sont restés sans réaction face à la violence gratuite de certains groupes. Les agressions avaient lieu de jour comme de nuit. Ceux qui se sont le mieux sortis de cette situation de folie sont les habitants des campagnes. Les paysans sont plus proches de la nature que le citadin. Pêcher, chasser le gibier, jardiner, vivre avec les saisons, avoir de plus grosses réserves alimentaires, vivre éloigné de la ville et se défendre de l'inconnu sont toutes les prérogatives que possède l'agriculteur. Quand je parle de défense, je parle de fusils de chasse, de chiens. Vous comprendrez par la suite ce à quoi je fais allusion. Ma famille. Visite en vélo. Je me suis tout d'abord rendu chez ma cousine. Le hall d'entrée n'étant plus sécurisé, j'ai pu rentrer très facilement dans son bâtiment. À force de toquer à sa porte, sa voisine est sortie en me confirmant que je m'épuisais sur la porte pour rien. Ma cousine et ses 2 enfants étaient partis depuis 2 jours. Elle n'a pas pu me dévoiler où. J'ai demandé un morceau de papier et un stylo à cette vieille dame pour laisser un mot à ma cousine. J'ai insisté sur le fait qu'il fallait qu'elle se rende chez ma mère le plus tôt possible. J'ai laissé la même consigne à sa voisine. J'ai indiqué que je repasserais dans la soirée. J'ai de nouveau pédalé. Mon petit frère, le Benjamin, habite en résidence universitaire, à proximité de la faculté de médecine. J'ai souffert dans la montée. Elle devait faire un bon 6% sur au minimum 2 km. J'ai donc visité mon frère, mais la porte de sa cité universitaire était fermée à clé. Pas un bruit. Je suis monté sur son balcon. Il habitait au 1er étage. Si vous n'arrivez pas à faire une traction, difficile d'y avoir accès. La fenêtre étant déjà entr'ouverte mais pas fermée, cette fois-ci, c'est moi qui est devenu tout blanc de peur de trouver une mauvaise surprise à l'intérieur. Encore une fois, je n'ai découvert personne. Bizarrement, cela m'a rassuré. J'ai laissé un mot sur la table. Quelle frustration de ne même pas pouvoir passer un appel ou envoyer un SMS. J'ai fouillé son logement et beaucoup de choses me faisaient penser à un départ. Des vêtements manquant sur des cintres, plus d'eau, plus le couteau que je lui avais offert et qui faisait fonction de cuillère-fourchette. Il n'y avait plus de produits d'hygiène et quasi plus de nourriture dans les placards. Tous ces indices m'ont fait penser que mon petit frère avait eu le réflexe de se rendre chez ma mère. Des questions subsistaient. Comment aurait-il pu se déplacer? Avait-il eu le réflexe de se rendre chez ma cousine? Et où? Chez mon autre frère cadet? Peut-être étaient-ils déjà tous partis ensemble. Il ne me restait plus qu'à me rendre chez mon autre frère. Celui-ci a déjà réalisé des randonnées. C'est un sportif accompli,
du haut de ses 28 ans. J'ai 10 ans de plus que lui, et je sais qu'il tient la route, que c'est un battant et quelqu'un de réfléchi comme le petit frère. Nous n'avons pas le même caractère. Toutefois, nous arrivons souvent à tomber d'accord. Ma dernière étape dans cette ville, aller visiter l'habitation de mon frère cadet. Il a fallu repasser et sauter du balcon en faisant attention à ne pas me tordre la cheville. Ce n'était pas le moment. J'ai refait le tour du bâtiment pour rejoindre mon vélo. Quand je suis sorti de cette bâtisse, je me suis posé cette question. Mais comment peut-on louer ce genre de logement à des étudiants ? Au loin, j'ai entendu 2 jeunes gens m'interpeller. J'ai détaché mon vélo, et quand je les ai vus se mettre à courir en ma direction, j'ai accéléré le mouvement. Il était plus facile pour moi de descendre ce quartier que de le monter. Très rapidement, je suis arrivé chez mon autre frère. Aussi vite, il a ouvert la porte avec vivacité, tenant à la main une batte de baseball de couleur grise. Moi qui étais content de le revoir, j'ai eu le droit à des remarques du type « Ce n'est pas trop tôt. Je t'attendais, tu es prévisible. » Il avait anticipé le fait que j'allais lui demander comment il savait que je passerais chez lui avant de me rendre chez notre mère. Il m'a rapidement rassuré en me parlant de ma cousine et de ses 2 petites. Il a fait de même pour mon autre frère. Ils étaient déjà tous les 4 en sécurité chez ma mère. Dès le 2e jour, il a déplacé tout le groupe chez un paysan. Celui-ci a accepté de les déposer chez ma mère en échange d'une somme d'argent. Quand il m'a raconté cette anecdote, j'ai imaginé une scène d'évacuation avant bombardement. Mes petites cousines n'ont donc pas été inquiétées et ont apprécié la balade en calèche. Quant à mon frère, il est revenu chez lui chercher des affaires et de la nourriture. Pour cela, il a emprunté mon autre vélo que je laissais chez ma maman pour aller me balader en forêt. Le VTT avait pris place dans le couloir de son logement. Il me raconta qu'en revenant de chez ma mère, il était passé devant une prison et qu'il avait entendu des bruits, des cris. Cela ressemblait à une émeute. Il m'a indiqué que nous devions être très prudents le lendemain, car lui aussi avait trouvé les gens de plus en plus excités et dangereux. Pour nous rendre chez ma mère, nous avions plus d'une centaine de kilomètres à parcourir, et nous avons jugé qu'il serait préférable de partir le matin. Mon frère ayant déjà fait le trajet, il savait par où nous devions passer pour optimiser notre déplacement. J'ai profité de sa présence pour m'endormir sur le canapé pendant qu'il préparait ses affaires. J'ai été brusquement réveillé par lui. Je croyais qu'il allait me dire que je ronflais, ce qui était fort probable, vu la fatigue accumulée. Il m'a indiqué de ne pas faire de bruit. J'ai tout de suite compris à sa tête qu'il y avait un danger. Plus j'émergeais de mon sommeil, plus j'entendais des bruits qui ressemblaient à des coups de pied dans des portes. On pouvait ouïr plusieurs personnes parler à voix haute et agir de façon désordonnée. Fort heureusement, après mon arrivée, nous avons eu le réflexe de bloquer la porte du hall avec plusieurs poubelles devant le passage, histoire de savoir si quelqu'un voulait entrer dans le bâtiment. Mon frère m'a tendu un manche à balai. Je crois qu'au premier coup porté, je l'aurais cassé en 2. Nous n'avons pas attendu que ce qui semblait être un groupe d'individus alcoolisés vienne frapper à notre porte. Nous sommes sortis déterminés. Le problème aurait été de se retrouver face à des personnes armées. Je crois que nos cris et notre volonté de les chasser du bâtiment les a fait fuir. Je n'ai porté qu'un coup à une épaule. J'ai vu mon frère en laisser un autre partir en boitant. Ces alcooliques ne se sont pas démontés. Ils devaient être 5 ou 6. La situation allait bien en se dégradant. Nous avons de nouveau bloqué la porte d'entrée du rez-de-chaussée et nous avons convenu d'une échappatoire par la fenêtre. Cette situation était périlleuse. À peine quelques minutes après, nous faisions de nouveau face à ces mêmes bruits au niveau du hall. Impossible de savoir combien de temps le barrage allait tenir. Je ne me rappelle pas avoir connu autant de stress sur des périodes si courtes. Mon frère m'a tendu un couteau de cuisine, j'ai glissé le manche à balai sur le côté et nous avons chevauché une gouttière. Impensable pour nous d'abandonner nos vélos et nos affaires. J'ai trouvé suffisamment de force pour descendre 2 étages, suspendus à cette tôle. Nous avons contourné le bâtiment pour les surprendre. L'objectif était de leur laisser une possibilité de fuite, car des personnes sans issue pour se sauver
vont jusqu'au bout et deviennent encore plus menaçantes. Le manche à balai a pour prérogative de pouvoir attaquer les personnes tout en gardant suffisamment de distance. Si la situation ne tournait pas à notre encontre, nous pourrions nous sauver dans les rues. Cette fois-ci, il fallait se montrer plus agressif et plus fou que nos agresseurs. J'ai donc visé la tête. Ce que nous pouvions désigner comme étant le chef de la bande a sorti un couteau. Il a eu le droit à un coup de batte de baseball au niveau du bras, le coude plus précisément. Il n'avait aucune chance. Il ne s'est pas relevé, se tordant de douleur. Pour lui faire comprendre que nous irions jusqu'au bout s'il revenait une troisième fois, mon frère a jugé utile de lui laisser une entaille sur le bras en me prenant le couteau que j'avais placé derrière moi. Maintenant, nous devions retrouver le moyen de remonter à l'appartement de mon frère en empruntant le même chemin que celui que nous avions pris pour descendre. Ce fut une galère. Nous avons dû nous y reprendre à plusieurs reprises. Le plus difficile a été de grimper sans s'écorcher les bras et les genoux, ce qui rendait la situation encore plus périlleuse et que nous nous trouvions dans une impasse. Une fois la technique trouvée pour grimper la gouttière, nous ne pouvions plus faire marche arrière au risque de tomber d'une hauteur suffisamment importante pour nous blesser. Pourquoi ne pas avoir accroché des draps pour faciliter notre ascension ? Pris de court, nous n'avons tout simplement pas eu ce réflexe. Je n'avais plus de force dans les bras, et je n'étais pas le seul. Je n'ai pas tardé à de nouveau m'immobiliser sur le canapé et à m'assoupir comme si rien ne s'était passé. Quand je me suis réveillé, mon frère s'était également endormi. Il faisait déjà presque nuit. J'ai évité de faire du bruit et je suis resté à la fenêtre à contempler le calme apparent à l'extérieur. J'ai allumé une bougie, ce qui a suffi à réveiller mon frère. Nous avons échangé sur ce que nous avons vécu pendant ces 4 jours. Nous avions beaucoup de choses à nous raconter. Nous avons mangé et j'ai lu un livre que j'avais remarqué dans la bibliothèque de mon frère. Ce livre était en rapport avec les zones où les personnes vivent le plus longtemps. Cet ouvrage parlait de l'alimentation et des habitudes de vie des centenaires dans certaines zones géographiques. Cet écrit mettait en avant, et avec effroi, tout ce que nous ne faisions plus. Manger sainement, avoir un but dans la vie, partager des moments forts en famille, faire de l'exercice physique et être proche de la nature et de sa famille. J'ai fini par m'endormir en espérant que notre journée serait moins mouvementée le lendemain. C'est la fin de cette vidéo numéro 6. Pour vous, quelle est l'origine de ce blackout, de cette coupure électrique mondiale ? La semaine prochaine, nous verrons le jour 5 ainsi que le jour 6. Concernant le jour 5, je ne peux vous dévoiler le titre pour le moment. Par contre, le jour 6 s'intitulera « Notre première nuit dehors ». En attendant, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent pour ce projet. En premier lieu, Karen pour ses illustrations, ainsi que d'autres personnes qui se reconnaîtront. Je pense à Alan, Angélique et Virginie. En attendant le prochain épisode, je vous remercie pour votre écoute, le visionnage et le partage de ces vidéos. À bientôt!